صراختي بونجور ومرحبا بكم في صراختي سيزون 2. كيف ما كتشوفوا بدلنا الديكور وبدلنا بزاف ديال الحوايج. الا مازال ما تفرجتوش في لي زيبيزود الاولين ديال لا سيزون 1 سربيو وسيروا تفرجوا فيهم في فيسبوك انستغرام ويوتيوب ديال جاوجاب وجات وجابت. صراختي اللي ما تعرفوش هو تولك شو فيمينيست كنهضروا فيه على بزاف ديال المواضيع اللي كيخصوا النساء في المغرب واللي كنحاولوا فيه مع اون سول انفيتي في كل ايبيزود نهرسوا لي طابو ونهضروا بكل حريه وبلا حشومه على بزاف ديال المواضيع. في هاد لا سيزون اختارينا كيف ما قلت لكم نكونوا 1 تو 1 مع اون سول انفيتي باش يمكن لنا نتعمقوا في المواضيع ونخويو ديك المزيوده مزيان. الموضوع اللي غادي ندويو عليه اليوم في هذه الحلقه ديال صراختي هو شنو هو الدور ديال السينما ولا شنو هو الدور اللي يمكن السينما تلعبه في لا لوت بور ليغاليتي ام فام. ومعنا باش ندويو على هذا الموضوع ليلى مراكشي. Bonjour. مرحبا بك في صراختي. ما يبارك فيك. Si je peux vous décrire ou la te décrire في une seule phrase, غادي نقول باللي tu une réalisatrice اللي معروفه في المغرب بواحد الافلام اللي داروا اللي زعزعوا شي شويه لي نورم واللي بزاف ديال الناس ما كانوش متفقين معاهم ولكن اللي كنا محتاجين ليهم. Je l'ai bien résumé ou là il y a d'autres choses peut-être que tu aimerais dire de toi? Oui, je crois que le premier film Maroc, oui, je crois que Zaza, je suis la société. Je crois que j'étais pas très consciente à l'époque de ce que ça allait provoquer, mais je crois que ouais, ça zaza un peu la société et ça a été حتى هو زعزعني شويه. انا عندي واحد القصه مع ماروك. Je pense que j'avais 16 ans ملي كان يلاه خرج. وبغينا نمشيو نشوفوه مع صحاباتنا البنات وداك الشيء ما خلاوناش. كلشي قلنا لا فيه مسخ فيه داك الشيء. وي mais pas les parents, mais c'est l'entourage. On a décidé avec une amie اننا نسلتو ونمشيو on a raté les cours ومشينا لا سيونس ديال العشيه في سينما اطلس في الرباط. بحال سارقين شي حاجه غادي نتفرجوا في داك الفيلم بحال ما عرفتش شنو دايرين. Et je me rappelle que mes cousines مشاو تفرجوا فيه avec leur maman. وكتقول لهم à chaque fois qu'il y avait une petite scène de bisous quoi تقول لهم شوفوا الفوق البوله. Et en fait c'est devenu un running action. كلشي كيهز راسو كيشوف البوله. Du coup ça m'avait marqué. بقيت عاقله على هذا الفيلم وعلى l'histoire اللي ديالو اللي بصراحه بروجيتينا فيها ولقينا راسنا في هذوك لي جون لي ادوليسون اللي هضرتي عليهم. Déjà مرحبا بك في صراختي. on n'a pas de café mais du coup on va chiner quand même comme le veut l'habitude. Santé avec de l'eau. Alors Leïla انت بديتي دونك في السينما في المغرب en particulier وبديتي شويه ديال الصداع اوتور دي بروجي ديالك في 2005 دونك مع لو بروميير لون ميتراج اللي درتي اللي هو ماروك. عاودي لي القصه ديال ماروك للناس ربما لا جينيراسيون جديده اللي ما تعرفش هذا الفيلم. Moi je vais résumer. Alors c'est l'année du bac. C'est la Rita. Et c'est ouais, je crois ouais, c'est ça. Et qui va tomber amoureuse d'un juif marocain et l'histoire d'amour interdite. Yuri Ben Chetrit. Et en fait, c'est aussi c'est une chronique en fait sur une certaine jeunesse à Casablanca, du lycée Lyoté. Et c'est vrai que pour raconter cette histoire, j'avais rassemblé un peu tous mes amis et je leur avais demandé de se remémorer un peu nos souvenirs. Donc j'ai travaillé beaucoup sur le réel. Et c'est comme ça que j'ai vraiment que j'ai écrit le scénario. C'est ce qui fait la force, je pense, de ce film aussi. Et c'est drôle parce qu'hier j'étais en train de ranger des affaires à la maison chez mes parents et j'ai retrouvé toutes les photos de repérage de toutes les maisons que j'avais visitées à Ain Diab, les photos de Maroc en fait, toutes les photos de repérage. Et c'est vrai que j'étais c'était très important pour moi de coller à la réalité, de raconter, de tourner au lycée Lyoté, là où j'ai passé mon bac et de rester le plus proche de ce qu'on avait vécu en fait. Donc c'est une chronique sur la jeunesse un peu dorée de Casablanca. Voilà. Ouais. Alors justement, من خرج هذا الفيلم دار شويه ديال الصداع notamment avec le PJD qui avait appelé à son boycott. ولكن quelque part est-ce qu'on peut se dire que هذا l'appel au boycott جاب le record d'entrée le film عاونتي شويه على la mise en avant du film. شنو قلتي c'est-à-dire que ça attise un peu la curiosité بحال دابا قال لك في des bisous comme ça في حوايج donc forcément غادي تبغي تمشي تشوفه parce que tu es curieuse donc voilà بدا dès qu'il y a un peu de polémique et de scandale, les gens sont curieux. Mais c'est vrai que j'ai pas cherché au départ à faire ce film pour le scandale ou là pour la transgression. Je l'ai fait parce que j'avais envie de raconter cette histoire et parce que j'avais envie de fermer
maintenant c'est vieux, hein, parce que j'ai même de la nostalgie donc sur Maroc. C'est vraiment un film qui ferme sur la jeunesse, quoi, et sur une partie, parce qu'après moi je suis partie faire mes études et d'ailleurs je vis encore à l'étranger. Et c'est vraiment quelque chose qui clôt cette insouciance de la jeunesse. C'est clair. Ouais. Alors justement, 20 ans après le film, quel est le regard que tu portes sur le film, sur les personnages, sur l'histoire? Est-ce que tu penses que s'il avait été réalisé في هذا الوقت, il aurait eu le même accueil ou là il aurait été interprété différemment peut-être? Je sais pas, je suis moins en prise aujourd'hui avec la jeunesse au Maroc, donc je peux pas dire quel effet il aurait eu. Je suis contente que ce film existe parce que c'est un film sincère, c'est un film de souvenirs et en plus c'est Morjane Alaoui qui joue dedans, donc c'est ma cousine et donc si tu veux même mon fils là je lui montre, c'est aussi une sorte de film testament comme quelque chose qui reste d'une certaine jeunesse et de mes souvenirs aussi personnels donc même si c'est pas ma vie à proprement dit mais dans des quartiers dans lesquels j'ai grandi, etc. Donc il y a quelque chose aussi de personnel dans le film qui voilà, des maisons, des lieux qui aussi ont nourri mon imagination, qu'ils existent à travers un film, tant mieux. Après, si ça parle à tout le monde, encore mieux. Enfin, voilà. Ouais. Est-ce que par exemple ton fils, il a quel âge? Il a 15 ans. Est-ce qu'il a vu le film? Oui, il a vu le film. Bah, lui, il n'a pas grandi ici, mais disons que il aime bien. Enfin, c'est un teen movie, hein. C'est pas. Mais ça lui parle, je veux dire. Ça lui parle, oui, ça lui parle. Après, c'est un teen movie. C'est comme il est avec ses cousines à Casa, donc ça lui parle d'autant plus, quoi. Puis c'est aussi un moyen de me connaître au Maroc, en fait. C'est clair. Aussi de voir aussi la jeunesse que j'ai eue, parce qu'il grandit à Paris, donc il sait pas du tout. Il vient qu'ici en vacances, mais c'est intéressant. Après, c'est un film qui m'appartient plus d'une certaine manière. C'est ce que j'allais te dire. C'est-à-dire, ça m'appartient plus. C'est quelque chose qui appartient à une génération de gens nôtre, ça c'est sûr et certain. Qui s'est identifié. Mais moi, ça m'appartient plus. Et je me sens quand même très loin de ça aujourd'hui, dans les problématiques. Donc, même si j'adore les ados, et je peux passer des heures à écouter mon fils et les cousines en train de parler d'amour, de choses comme ça. J'adore ça. Du coup, ça tenterait pas de réaliser un autre film avec le prisme actuel? Avec la jeunesse actuelle. En fait, j'adorais faire un documentaire. La dernière fois, je regardais Maktoub My Love de Latif Kechiche et je me disais, c'est hypnotisant. C'est-à-dire qu'il se passe rien. C'est 3 heures. 3 heures le film. Je me dis, je vais regarder la moitié, je vais re-regarder. Et qu'est-ce que c'est fascinant, ces jeunes qui sont là à 7, à parler, ils m'aiment pas, est-ce que je lui plais, est-ce que je lui plais pas. Et le film est vraiment est hypnotisant, quoi, parce que on est en immersion avec ces jeunes et avec leurs problématiques. Donc c'est quelque chose qui me tient, j'aime beaucoup cette période de la vie, de l'adolescence où les jeunes se posent des questions sur leur transformation du corps, sur leur sexualité, sur leur rapport homme-femme, où on a l'impression qu'on a le temps surtout, on a le temps d'imaginer nos vies, on a le temps de rêver, et ça j'aime bien. Yes. Donc Nikhrj le film, quand une polémique, le PJD notamment a appelé au boycott du film. À ton avis, ça contenait certains éléments qui n'étaient pas j'ai envie de te dire en coordination avec les valeurs ou les mœurs C'est difficile de présumer. Moi, je pense que ce qui a été attaqué, c'est que, et je peux comprendre, hein, c'était sur une jeunesse particulière qui est celle de l'école française, donc et c'est un monde que les gens ne connaissent pas. Enfin, au Maroc, moi, il y a des gens qui m'ont dit, vous savez pas que ça existait au Maroc, toute cette jeunesse et tout ce milieu-là, qui est le milieu bourgeois casablancais. Hein, enfin, c'est une évidence. On est un peu aussi stigmatisé en disant, voilà, on a fait l'école française ou l'école américaine, donc c'est comme si on était des étrangers dans notre propre pays et qu'on est considéré parfois comme étant pas des vrais Marocains, ce qui est triste. Le fait aussi que c'est une histoire d'amour entre un juif et une musulmane, ça pose problème. Il y a l'insouciance et l'insolence de la jeunesse, l'alcool, le fait de transgresser, parce que quand tu es jeune, tu as envie de pousser un peu les limites. Et puis aussi un naturalisme, et une réalité, parce que il y avait des acteurs professionnels, mais il y a aussi beaucoup de non-acteurs. Et donc, il y avait quelque chose d'une authenticité où je crois que Maroc capte aussi un réel, en fait, qui a peut-être dérangé. Je pense que c'est pour ces différentes choses que le film a été attaqué. J'ai une petite pause, une longue pause entre Maroc et le deuxième film. Donc, il y a eu Rock des Casbah en 2013. Le film il a traité une toute autre problématique qui est celle de l'héritage aussi, ou les inégalités du genre qu'on peut trouver
des situations familiales, surtout en temps de deuil, ou comme le film le met bien en avant. Alors, est-ce que tu penses que les films de fiction, plutôt, peuvent être un vecteur de changement des mentalités? Est-ce qu'on peut se dire qu'un film de fiction peut insuffler quelque part une révolution sociale pour voir les choses différemment? Alors, il y a deux choses. Il y a d'abord, effectivement, Rock de Casbah, c'est vraiment l'enterrement du patriarche. Ouais. Et donc, il laisse que des filles. Donc, on aborde la question des inégalités hommes-femmes au niveau de l'héritage et au niveau des lois sur l'héritage. Je pense que c'est quelque chose dont on parle beaucoup oui, en ce moment. Oui, on a abordé ce sujet avec Asma Al-Marabet. Voilà, on en a parlé beaucoup et on sait pourquoi d'ailleurs ces lois existent au départ, parce que vraiment l'homme est censé prendre en charge les femmes de sa famille. Exactement. Et qu'aujourd'hui c'est moins le cas, donc ces lois doivent être en tout cas repensées d'une certaine manière, puisque voilà, les femmes travaillent, les hommes travaillent, donc il y a quelque chose à faire. Donc c'était des questions auxquelles je me suis penchée, qui ont même créé des débats dans le tournage avec certains protagonistes, avec certains acteurs, etc. Donc c'était intéressant. Et puis après, j'avais aussi envie de capter et raconter l'intimité de ces femmes sur 3 jours d'enterrement. Enfin, voilà, avec chacune leurs problématiques, avec la mort du père, qui est la protection, et comment ces femmes vont devoir exister par elles-mêmes et faire leur choix, et qui sont des petites filles qui vont essayer aussi, voilà, comment tout ça est vécu, c'est sur les 3 jours de deuil. Et l'impact que certains films peuvent avoir d'un point de vue social. Moi, je crois effectivement que ce qui est intéressant dans les films, c'est que ça peut être vu par beaucoup de monde, quoi. C'est-à-dire que ça touche... Enfin voilà, moi je sais que Rock de Casbah, il est sur Netflix, donc les gens peuvent le regarder, etc. Ce qui est intéressant, c'est le débat. Je ne suis pas sûre qu'on puisse changer. Je pense que voilà, il y a des politiciens, il y a des gens qui sont là pour changer des lois. Après, des films, ce qui est intéressant, c'est que ça fait réfléchir, c'est que ça crée des débats, il y a des gens qui sont d'accord, pas d'accord. Et dès qu'il y a des débats, c'est intéressant, parce que ça fait réfléchir. Voilà, c'est tout ce que je pense que n'importe que ce soit un livre, des livres, des films, toute œuvre d'art, enfin toute œuvre artistique ou démarche artistique, elle est là, elle questionne, quoi, ou en tout cas elle inspire, ou elle fait bouger. Et si elle fait bouger, c'est bon, quoi. Enfin, sinon, on ne peut pas vivre avec des œillères, quoi. Et c'est important d'avoir des choses dans la vie qui nous éveillent. Bien sûr. On retrouve le mot rock dans le titre des 2 films. Est-ce que c'est quelque chose, c'est un mot qui te tient à cœur? Est-ce que c'est représentatif de quelque chose, d'un engagement Il y a Maroc et Rock de Casbah. Ouais, Maroc, c'était un titre qu'on a trouvé un peu, je crois que c'était suite à un article sur Libération. Il y avait écrit, il y avait Maroc and Roll ou un truc comme ça. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal dans cette histoire de... Voilà... Enfin, ça m'est venu, quoi. Et Rock de Casbah, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose de transgressif dans le fait d'écouter du rock and roll, quoi. Enfin, voilà, c'est comme dans les années 70. C'est révolutionnaire, quoi. Ouais, c'est un peu... j'ai un goût pour la révolution, même si ça sert à rien au bout d'un moment. Mais c'est important. La révolution, ça sert pas à rien. Mais disons que souvent... ça n'aboutit parfois à rien, c'est ça que je veux dire parfois. Mais je pense que c'est important, la rébellion, ce qu'on disait, la transgression, le fait ça fait bouger les choses. Ça fait bouger les lignes, en fait. Et voilà, dès que ça bouge les lignes... Est-ce que tu nous permettrais de qualifier ton cinéma d'engagé, ou voire même de féministe? Il y a un engagement. Depuis que je suis jeune, il y a une forme d'engagement quand même dans une lutte pour la liberté d'être, pour ma liberté. C'est quelque chose qui est vraiment important, dans ma liberté de penser, dans la liberté d'être ce qu'on est, et dans une certaine forme de tolérance. Ça, c'est quelque chose, c'est mon engagement. Enfin voilà, ça, c'est ma forme d'engagement, et dans le respect de l'autre, dans ce qu'il est, et dans sa différence. Après, effectivement, maintenant, au regard de tous les mouvements féministes, les MeToo, tout ça, évidemment que oui, sûrement, je dois m'inscrire dans une démarche féministe, et oui, je le suis, parce que, je crois, en fait, je laisse les autres le dire, parce que moi, j'essaie de faire mes films, et j'essaie mais c'est aux autres de qualifier mon cinéma de féministe ou pas, c'est pas moi de le dire, en fait. Voilà. Alors, en parlant de féminisme, justement, est-ce que dans ta vie, tu as expérimenté du sexisme, du machisme, whatever, et qui ont fait de toi la réalisatrice engagée que tu es aujourd'hui? Est-ce que toi, tu as vécu ça? Je crois qu'on l'a tous... Yes, lady! On l'a toutes vécu, non? Oui. On l'a toutes vécu. Je pense qu'il n'y a pas une femme qui ne l'a pas vécu. C'est normal. Il n'y a pas de... Enfin, tu vois, jusque dans les années 70, en France, je crois que les femmes n'avaient pas de compte en banque, le droit de vote aussi. Exactement. Je veux dire, donc, à un moment donné, évidemment qu'on a tous vécu ça. Mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a fait que...
Non, c'est quelque chose, en fait, ce qui est très intéressant, c'est pas tant, je pense qu'on a tous grandi enfin voilà, au Maroc, on a grandi dans des sociétés patriarcales, forcément, avec une domination de l'homme sur la femme. On a intégré ça. C'est-à-dire, on a intégré cette manière de fonctionner, le machisme. On l'a normalisé, on l'a intégré, et qu'on a appris quand même à trouver notre chemin au milieu de ce sexisme et ce machisme pour faire les choses. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, de se dire, tiens, le mec, il va pas vouloir faire ça, parce que je suis une femme, il va pas vouloir me parler, donc je vais envoyer un tel. Tu vois, moi, ça m'arrivait plein de fois sur des tournages, d'avoir, pour une autorisation de tournage, je vais voir quelqu'un des autorités, puis la personne ne me parle pas moi directement, il va parler au régisseur. Ouais. Évidemment, mais moi, s'il me donne l'autorisation, je m'en fous. Enfin, tu vois, au final, si je peux tourner mes plans et que je peux tourner et j'ai mon décor. Donc, on a appris, en fait, à toujours... comment dire, à pousser les limites pour arriver à nos fins, quoi, tu vois. Et ça, c'est pour moi ce qu'il y a de plus... et comment tout d'un coup, c'est après que je me dis, en fait, c'est du sexisme, c'est du machisme. C'est ça. C'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est hyper réducteur, en fait, c'est après que, c'est maintenant que tu te dis, mais en fait, ouais, j'ai subi ça. Mais même à l'étranger, enfin, tu vois, même en France et tout ça, comment certaines personnes te parlent, tu vois, certains hommes qui ont du pouvoir, de l'argent pour financer ton film, et tu restes une femme, t'es une jeune femme, t'arrives, t'es pleine de, tu vois, tu vois, d'espoir, et t'as envie de faire tes projets, et il y a ça partout, donc on l'a tous subi d'une manière ou d'une autre, quoi. Ouais, c'est comment qu'on tourne, mais aujourd'hui j'en suis beaucoup plus consciente. Est-ce que dans la construction de la réalisatrice que tu es aujourd'hui, il y a eu des films qui t'ont marqué et qui ont fait de toi la réalisatrice que tu es? Des films qui ont changé ton chemin de pensée, qui ont fait que tu sois plus engagée sur un sujet plus qu'un autre, des choses comme ça? Enfin, c'est un peu vaste parce qu'il y a plein de films et puis à différentes périodes de ma vie, quoi, tu vois. Donc, ça peut partir de Scarlett, tu vois, d'Autant n'importe quand j'avais 6-7 ans, avec ce personnage extrêmement moderne de Scarlett, comme Anna et ses sœurs de Woody Allen, les films d'Almodovar aussi, tous ces personnages féminins, Jane Campion avec la leçon de piano, enfin, donc il y a plein, ou Un ange à ma table, donc il y a plein de femmes qui en fait, le cinéma m'a permis, le cinéma comme la littérature, m'ont permis en fait de me trouver des modèles de substitution, quoi. Enfin, c'est-à-dire des gens qui m'ont permis d'évoluer dans ma construction de femme et m'ont libérée de certaines choses, et c'est bien sûr essentiel mais il y a plein de choses, quoi. Enfin, je voyais Chimamanda Ngozi Americana par exemple, que j'avais lu il y a au moment de la sortie. Donc il y a des choses qu'on construit mon imaginaire et ma réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'être une femme, comme Virginia Woolf, enfin tu vois, Une chambre à soi. Il y a plein de choses qui ont contribué en tout cas à penser qu'est-ce que c'est qu'être une femme, et évidemment... à le représenter aussi. Et à le représenter, puis à nourrir en fait ma réflexion autour de ce que j'ai envie d'être, en tant qu'être humain d'abord et avant tout, avant d'être réalisatrice, avant d'être femme, quoi. Enfin, je veux dire, c'est aussi tout ça, comment on se nourrit de tout ce qui nous entoure, de tout ce qui nous entoure, exactement, tout à fait. Ouais. Et du coup, tu fais aussi du docu. Tu travailles aussi tu t'es lancée dans le docu plutôt. J'en ai fait un seul. Hein. Oui. Donc Zouaj el-Waqt, qui porte sur l'amour et la sexualité des couples marocains, qui a été diffusé du coup sur 2M. Et là encore, il y a eu une petite polémique autour de ce sujet. Qu'est-ce que ça fait du coup de mettre le doigt sur les sujets sensibles? En fait, ce documentaire, Zouaj el-Waqt, ça faisait partie d'une série de documentaires c'était sur l'amour, en fait, initié par Alien Productions. C'est ça, c'était des hommes et des histoires, c'est ça? Ouais, exactement. Et donc, il y avait plusieurs réalisateurs de cinéma qui ont participé à ce projet. Et c'est vrai que moi, ce qui m'intéressait, c'était de se dire comment les gens se rencontrent. Et m'intéresser aux espaces de rencontre entre un homme et une femme, un jeune homme, avant le mariage, en fait. Comment les gens se rencontrent, aussi bien sur les réseaux sociaux, mais aussi dans l'espace public. Sauf que comme les relations en dehors du mariage sont interdites. Article 490. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, j'ai eu plein de témoignages, mais personne ne voulait témoigner à visage découvert.
Donc, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire puisque je voulais pas. Donc, je m'intéressais à ces espaces publics, enfin, tu vois, ces espaces de rencontre. Bon, j'ai dit, je vais pas y arriver. Donc, je me suis dit, bon, ben, je vais m'intéresser je vais m'intéresser à plusieurs profils de couples et puis à travers la société marocaine. Quoi. Et puis, je travaille avec un premier assistant, Monaïm, qui m'a trouvé voilà, des jeunes qui sont mariés parce qu'ils voulaient vivre ensemble, un mariage qui a été arrangé par les familles. Et au final, ils sont tombés très amoureux. En fait, j'ai essayé de parcourir un peu comment dire, la société marocaine à travers les couples que j'ai rencontrés. Ouais, cet exercice t'a permis un peu de comprendre notre société et comment elle évolue. En fait, c'était très intéressant parce que oui, disons que moi, je suis arrivée un peu avec beaucoup d'archétypes dans ma tête, de clichés, en me disant j'avais une manière de penser en disant l'amour c'est comme ça, les gens ont le droit de s'aimer en dehors du mariage, etc. Et en fait, c'était intéressant pour moi de voir aussi à quel point le mariage était très très important, que ça structurait la société. J'étais un peu dans le jugement et en fait, c'est très intéressant de voir que voilà, le mariage, par exemple, qui était arrangé par les familles, c'était ultra amoureux, tu vois. Donc, c'est venu aussi un peu déstructurer mon discours à moi. C'était très intéressant dans les deux sens, en fait. Dans les deux sens, bien sûr, évidemment, Après, ce qui m'a intéressée à travers donc toutes ces interviews que j'ai faites, c'était de l'intime. Et je pense que c'est ça qui a dérangé. Comment tu tombes amoureux, comment parler de sexualité gentiment. Il ne s'agit pas d'avoir... mais tout ça... dérange. En fait, les gens sont pudiques au Maroc, donc du coup, c'est ce qu'il y a. Et comme certaines personnes se sont livrées, c'est un peu dérangé. Leïla, toi, en tant que réalisatrice, est-ce que tu fais ce métier-là pour peut-être convertir des personnes à ta cause et faire en sorte qu'ils aient le même mindset et peut-être insuffler aussi des changements de mentalité, ou simplement pour montrer le fait des choses et représenter une certaine catégorie de la société? Ce qui m'intéresse, c'est vraiment de montrer un monde. J'ai pas envie de convertir quiconque, mais ce qui m'intéresse, c'est comme quand j'ai fait mon documentaire, c'est que j'arrive avec un point de vue et que mon point de vue il évolue en fait. C'est que tout d'un coup dans le processus, c'est ça qui m'intéresse. Les idées ne sont plus arrêtées. Voilà, les idées ne sont pas arrêtées. C'est que tout d'un coup tu découvres des choses. C'est que dans l'expérience, c'est pas noir ou blanc en fait. Il y a plein de nuances et ces nuances-là m'intéressent. J'aime bien être surprise aussi dans mon processus créatif. Je suis pas là et j'impose pas les choses. En fait, je suis quelqu'un qui cherche, qui aime trouver des voies et des chemins dans le faire, dans la fabrication. Faire un film, ça reste difficile. Ça reste compliqué. Moi, là, j'écris un scénario depuis presque 2 ans. Trouver de l'argent, trouver des gens qui te soutiennent, c'est des longs process. Donc, je ne veux pas dire que c'est du militantisme, mais d'une certaine manière, il faut s'accrocher, quoi. Ça devient un acte c'est engageant. C'est une manière à moi d'être militante, peut-être. C'est ça. C'est ta façon de militer, en fait. C'est ma croyance à moi. Chacun croit en quelque chose. Moi, je crois dans le pouvoir de la création et d'imaginer des histoires et de faire des images. Je pense que c'est essentiel pour moi. Je crois que je ne saurais pas faire... le processus de création, pour moi, est essentiel dans mon existence, en fait. En début d'émission, on a parlé de MeToo, rapidement. Tu es dans le cinéma, tu es dans la réalisation. C'est hyper intéressant de voir aussi le regard d'une réalisatrice vis-à-vis de ce mouvement-là. Est-ce que tu te souviens de ton ressenti lorsque les premières affaires ont éclaté? Sur l'affaire Weinstein, entre autres. On savait tous, en fait. Le problème, c'est qu'on sait tous dans le cinéma qu'il y a des affaires comme ça et qu'en fait, ça n'a jamais éclaté parce que le pouvoir était tellement important et que ces gens étaient tellement puissants que fallait fermer sa gueule, quoi. Enfin, je veux dire, je suis désolée, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire qu'on savait dans le cinéma, même encore aujourd'hui en France, il y a plein de gens qui ont des MeToo, tu vois, qui leur prend au nez, mais qui ne sont pas du tout jugés, ou enfin en tout cas parce que le pouvoir est plus important, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de ces producteurs, de ces gens était plus fort que tout, et l'est encore pour certains. Au Maroc, le cinéma marocain, quel regard tu portes là-dessus, en fait, et en particulier sur ces personnages féminins? Moi, je suis curieuse du cinéma marocain. Quand il y a un film marocain, je vais le voir. Enfin, en tout cas, je suis allée voir le film de Nabil Ayouch, je suis allée voir le film d'Ismaël Erraqi, je suis allée voir
voilà, ça m'intéresse de voir comment la société est représentée. Il y a une vraie curiosité d'abord de voir, oui, comment les choses sont traitées du point de vue des réalisateurs, parce qu'on a tous des regards très très différents sur la société marocaine. Après, moi, les femmes m'ont beaucoup manqué globalement sur le cinéma marocain, donc dans ma construction en tant que femme, et d'avoir des personnages féminins qui me portent, enfin voilà, qui me portent vraiment. Moi, je me rappelle de Kid Nsa, oui, qui est un film extraordinaire que j'ai regardé enfant. Je veux dire, j'avais 10-11 ans et j'ai regardé ce film, je n'y comprenais rien du tout. Mais en grandissant, en le re-regardant, c'est hallucinant de ne plus avoir en fait ce type de représentation féminine dans le cinéma marocain. Parce que Mouna Fto, avec le rôle extraordinaire qu'elle avait. C'est clair, ouais, tout à fait. Elle était incroyable. Ouais. Sur les figures féminines, que tu dis en fait que ça te manque un petit peu qu'on en voit pas souvent, en tout cas pas autant qu'avant. Fut un temps où on voyait beaucoup de femmes dans le cinéma marocain qui avaient une certaine posture, comme Mouna Fto. Après, moi, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas maintenant, parce que, en fait, c'est plutôt, moi, dans ma construction de cinéphile, ça m'a manqué, en fait. Voilà, j'ai grandi dans les années 80 au Maroc, et qu'il y avait un cinéma, bon, il y avait Kednissa, il y avait les films de Farida Beliazid, mais globalement, j'ai manqué un peu de films où je pouvais m'identifier à un personnage féminin. Donc ça m'a un peu manqué. Mais bon, donc, mais aujourd'hui, je pense que les choses ont changé. Exactement. Avec l'arrivée des séries, avec l'arrivée de personnages féminins, comme par exemple Bint Cheikha. Exactement. Alors justement, c'est intriguant parce que c'est quand même un personnage avec lequel on a grandi, qui a été très normalisé. Je veux dire, ça fait partie du patrimoine marocain. C'est pas quelque chose de choquant. Et pourtant, ça a été vraiment stéréotypé dans cette série-là. Enfin, pas dans la série, pardon. Dans la série, ça a été très bien représenté. C'est en fait la réaction du public derrière, notamment avec un cheikh qui a controversé en fait Cheikha. C'est drôle à dire, mais voilà. Tu penses que ces images peuvent avoir, enfin les images stéréotypées, en tout cas, ou la représentation stéréotypée de la présentation d'une femme dans le cinéma peut avoir un impact sur le public? C'est très important, bien sûr, évidemment, parce que le pouvoir de représentation, il est énorme. Enfin, je veux dire, le fait de regarder quelqu'un, de voir, bien sûr, c'est énorme. C'est un média, c'est un médium qui est énorme. Ouais. C'est très, très important dans l'influence que les hommes, enfin, que le public a de comment on représente une femme, de quelle manière on la représente. D'ailleurs, dans souvent des films marocains, il y a beaucoup de prostituées, d'ailleurs, ou de mères. Donc après, entre les deux, entre les prostituées et les mères, tu choisis un boulevard. Bon, je ne sais pas où elles sont, les femmes au milieu, mais c'est vrai qu'on a besoin... c'est vrai, il y a beaucoup... je me suis posé la question, je dis même sur les films marocains, il y a beaucoup de prostituées. Et tu es là, tu te dis, mais en fait, il y a quand même d'autres femmes, il y a autre chose aussi à montrer. C'est ouf que ce que tu relèves, c'est hyper... non, mais c'est vrai, donc voilà, il y a un autre d'eux, il y a des femmes, il y a aussi montrer d'autres exemples, d'autres modèles, et voilà, je pense qu'il faut plein de regards différents, mais c'est important aussi de montrer, il y a l'impression que tu as deux archétypes, quoi. Tu as la prostituée et la mère. Et c'est vrai que c'est important de créer, c'est vrai que le cinéma, la littérature contribuent, notamment même les séries, tu vois, contribuent à créer d'autres modèles et à créer une autre manière de voir les femmes, qui n'est pas que celle, voilà, et c'est très très important dans la construction des gens, bien sûr. Yes. Il y a cette théorie qui a été créée, ou ce concept plutôt, qui a été créé par la réalisatrice et critique Laura Mulvey, qui est le male gaze. What is le male gaze pour les gens qui ne savent pas ce que c'est? On a grandi avec des films majoritairement faits par des hommes sur des femmes, c'est ça que ça veut dire, hein. Et donc du coup c'est un regard particulier que les hommes portent sur les femmes, qui est parfois sexualisé, mais qui a été intériorisé par les femmes, donc les femmes aussi peuvent porter ce regard-là sur des femmes. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de déconstruire, hein. Donc, c'est de déconstruire ces archétypes. Ouais. Elle en parle très bien d'ailleurs, Mona Chollet. Beauté fatale. Qui déconstruit un peu justement tous ces archétypes sur lesquels on a été construit. Tu vois, sur les femmes, tu vois, d'être dans la beauté, et à travers les séries, à travers les films, à travers la littérature. C'est que tout d'un coup, comment tu déconstruis tout ça pour arriver à ce que les femmes se libèrent un peu du regard masculin. Ce que les autres attendent de nous, en fait. Parce qu'on est beaucoup, enfin j'ai l'impression, pour certaines femmes, elles sont vachement dans le regard que les autres portent sur elles. Tu nous as parlé tout à l'heure de séries et de l'importance des séries dans la vie des Marocains de manière générale, mais dans l'absolu. Moi personnellement aujourd'hui, je pense que j'ai pas regardé un film depuis 6 jours. Mais en tout cas, ta carrière à un moment donné a pris un tournant international et tu as pu réaliser quelques épisodes de Bureau des légendes. Extraordinaire cette série. Et ensuite D&D. Donc sur Netflix. Et comme je te disais, Netflix est
vraiment beaucoup consommé au Maroc. Je me demande en fait si Netflix existait lorsqu'on était adolescent, à l'époque de la sortie de Maroc. Est-ce que ça aurait eu un impact sur cette ouverture, sur le monde qu'on peut avoir et amener cette révolution sociale? En fait, tous ces réseaux sociaux avec lesquels on n'a pas grandi, évidemment, amènent une ouverture et puis permet de voir des choses qu'on n'a pas. Après, moi, j'ai un peu plus un problème parce que je trouve que ça manque un peu de prescription, c'est-à-dire qu'il manque des prescripteurs. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a trop de choses. On ne sait plus quoi voir. Avant, moi, j'attendais au cinéma un film qui sortait d'Aulise et que tout d'un coup, j'avais envie d'aller voir tel ou tel film et que je le désirais réellement. La série, moi, je trouve que là, j'en prépare une qui se passe à Casablanca sur justement 4 jeunes femmes qui viennent de milieux différents, sur leur amour, sur leur questionnement sur l'amour, sur le mariage, et qui vont être réunies à travers un événement, parce qu'il y a une des filles qui va se faire agresser, et en fait elles vont décider de la sauver, et elles vont devenir amies comme ça. Donc c'est un peu à Casa. Donc j'ai initié cette série. On est plusieurs scénaristes. Il y a Sophia Alaoui, je pense, qui va réaliser aussi. Donc l'idée, c'est, je trouve ça parle aux gens, parce que l'avantage d'une série, c'est qu'on a le temps de déployer les personnages, d'être avec eux. Exactement. Et donc, contrairement s'attacher à ces personnages, de pouvoir avoir des trajectoires intéressantes. Personnellement, j'en vois des séries, mais j'adore tellement le cinéma, j'adore le format des films, mais qui correspond plus à ma temporalité, à moi. Ouais. Donc, je vois plus de films que de séries. Pour le coup, cette série qu'on va faire à Casa l'année prochaine, c'est vrai que c'est un moyen aussi d'atteindre encore plus la jeunesse. Je pense qu'aujourd'hui, puisque ça sera accessible, oui, il faut pas. C'est plus accessible que d'aller aujourd'hui. Les gens vont moins en salle. Justement, c'était ça, sur ça que je voulais qu'on clôture cet épisode. Justement, j'ai l'impression c'est une réalité. Les salles de cinéma sont délaissées par les Marocains. Pourquoi tu penses? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Même en Europe, la fréquentation, en France, la fréquentation. Moi, la salle de cinéma, pour moi, ça reste comment dire, c'est essentiel. C'est une expérience collective d'aller au cinéma. C'est magique quand la lumière s'éteint et que tu as l'écran qui s'illumine. Pour moi, c'est un refuge. Donc, d'aller dans une salle de cinéma. Donc, pour moi, c'est essentiel, en fait. Et j'ai l'impression qu'on est dans une période post-Covid où les gens ont beaucoup consommé des images, ont pris d'autres habitudes. Et j'espère vraiment que cette expérience de sortie, cette expérience collective reviendra. Je ne suis pas sûre, c'est pas certain, mais je trouve que c'est quand même nécessaire. Leïla, merci beaucoup. Merci. Je t'ai posé toutes mes questions. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous avoir raconté toutes ces histoires-là. Merci à vous de nous avoir suivis pour cet épisode de Sorokhiti spécialement fait avec Leïla pour traiter tous les sujets du cinéma. Je vous invite à regarder cet épisode et les autres sur nos plateformes réseaux sociaux, Instagram, YouTube et Facebook, et nous écouter sur les plateformes de diffusion Deezer, Spotify ou iTunes. Merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Sorokhiti. Ciao.